Salut à toi, j'espère que tu vas très bien. Alors, dans cette petite vidéo, on va tâcher de décrire ce qu'est l'ascendant et commencer les analyses à partir de l'ascendant Bélier. Alors, cette vidéo ou ces vidéos qui vont suivre, c'est la série des ascendants et l'idée, c'est que vraiment elles soient éducatives. Donc, ce sont des compléments de formation, notamment en ce qui concerne la formation du CIA, c'est un complément du module 5 où on va commencer à synthétiser l'information de la carte natale, à lui donner un ordre et à pouvoir entrelacer toutes les informations pour pouvoir les diriger et, euh, et donc pouvoir réaliser une interprétation cohérente. Donc l'ascendant, c'est vraiment très très important en astrologie. C'est la porte d'entrée de la carte natale. Et effectivement, c'est l'horizon, c'est la partie de l'horizon qui est à l'est, là où se lève le soleil. Non. Donc on l'appelle ascendant parce que tout simplement c'est le signe qui va grandir, qui va s'élever dans le ciel. C'est très très important parce que c'est la porte d'entrée de la carte natale. Quand on parle d'ascendant, on parle de la maison 1. Donc c'est pas exclusivement le signe qui est important, sinon aussi toutes les planètes qui vont être contenues dans la maison 1, qui vont occuper la maison 1. En réalité, dans la carte natale, toutes les informations sont super importantes. Quand on va décrire l'ascendant, on va décrire les grandes lignes. Pourquoi les grandes lignes? Parce que on peut facilement avoir des informations contradictoires. C'est-à-dire qu'on peut parler d'un ascendant bélier avec une personne qui va vraiment développer une grande énergie, une grande impulsion, une grande affirmation de son désir et de sa capacité de leadership. Mais effectivement, si le maître de l'ascendant, donc Mars, est en poisson, en maison 12, l'information va être complètement différente. Hmm. Donc on va essayer de décrire les grandes lignes de l'ascendant en, en surlignant l'importance qui vient du fait que l'ascendant définit la position de tous les signes zodiacaux. Donc ça c'est important parce que si j'ai Bélier en 1, je vais avoir Balance en 7. Jusqu'ici, tout va bien. Mais on va utiliser une position, donc une domification égale, qui va représenter un petit peu une organisation archétypique de l'ascendant Bélier en permettant à chaque signe d'incarner dans une maison. C'est-à-dire qu'avec les domifications Placidus, on peut facilement avoir des signes interceptés, des maisons qui soient pas forcément résonantes à partir de l'archétype. Hmm. Pour moi, c'est évident que pour tout ascendant bélier, on va trouver l'archétype du Capricorne en maison 10, ce qui va représenter certains défis qui vont être présents et omniprésents dans la vie de tout ascendant bélier. Mais en même temps, on va retrouver cet ordre donc des maisons où on va avoir naturellement le Taureau en 2, le Cancer en 4, Vierge en 6, etc. Non? Et cet ordre est archétypique. Donc il ne s'agit pas de débattre quel système de maison est fonctionnel, s'il s'agit de Regiomontanus, des Cassas de Coq, si Porphyre, Placidus ou maison égale. Mais ce qu'on va décrire, c'est une position des signes en maison égale. Pourquoi? Parce que elles incarnent vraiment la description et la définition archétypique du signe zodiacal qui s'élève. C'est-à-dire que pour tout ascendant bélier, on va trouver un scorpion en 8. Hmm. Parce que ça fait partie, ça résonne avec l'énergie de l'ascendant bélier. Hmm. Et ça nous permet d'approfondir auprès de la compréhension de la structure énergétique de ce signe zodiacal. Donc ça, c'est absolument fondamental et à ne pas confondre avec un signe solaire bélier qui va être très différent. Le signe solaire bélier va incarner certaines composantes du bélier qui vont être soumises aux aspects du soleil et à de nombreuses autres informations complémentaires de la carte. Mais quand on définit l'ascendant bélier, il va résonner avec l'énergie d'une part de l'ascendant, du maître de l'ascendant, mais surtout ce qu'on va s'occuper de décrire prochainement, donc dans cette série de vidéos consacrées aux ascendants, c'est l'ordre des maisons. Pour l'ascendant bélier, il y a Scorpion en 8. Et ça, c'est inhérent à l'ascendant bélier. Donc, il faut le comprendre pour pouvoir comprendre la profondeur de l'ascendant bélier. En soi, c'est pour ça qu'on va consacrer une série de vidéos à l'ascendant, parce que l'information que transmet l'ascendant, et donc tous les signes via leur position en maison, va être richissime.
va être extrêmement riche et donc va nous apporter vraiment une compréhension profonde d'une première perspective de la carte natale, qui, comme je l'ai déjà dit, va être soumise, pour ainsi dire, ou perfectionnée, précisée, affinée par les aspects. Hein. Je peux voir effectivement l'énergie de la maison 8 en Scorpion, mais j'aurais besoin de voir Pluton pour pouvoir décrire des lignes qui soient beaucoup plus précises. Non. Donc on va décrire les grandes lignes qui, de nouveau, sont des généralisations qui sont fonctionnelles, qui sont cohérentes, mais qui restent des généralisations. On ne peut pas décrire quelque chose de précis sans avoir le thème précis sous les yeux. Dans tous les cas, pour moi, le système des maisons égales est dans tous les cas fonctionnel. Mais de nouveau, il ne s'agit pas ici de le débattre ou voilà, d'expliquer pourquoi, sinon juste d'expliquer que la distribution des maisons archétypiques résonne en maisons égales et décrit, nous aide à comprendre vraiment les niveaux de profondeur de l'ascendant. Donc, voilà, ceci étant dit, c'est important de peut-être repasser grosso modo ce qu'est l'ascendant. L'ascendant, c'est une énergie que nous allons développer. C'est une énergie qui est liée au soi, donc qui résonne vraiment avec le moi. D'ailleurs, on va le voir, parce que l'ascendant, entre autres, va aussi représenter des situations liées au corps physique, liées à l'expression corporelle, liées à la personnalité et à l'identité. Mais ce n'est pas initialement, ce n'est pas une énergie avec laquelle on va s'identifier. Sinon, c'est une énergie qu'on va développer progressivement. Rien à voir avec le soleil où, effectivement, en règle générale, on va s'identifier facilement au soleil. C'est une partie des propriétés solaires, hmm, de pouvoir toucher à la réalisation, toucher à l'identification et à la personnalité consciente. Encore que ça peut être très nuancé aussi. Si on a un soleil en feu et on a beaucoup d'eau dans la carte et un ascendant air, par exemple, ça va nuancer. Donc, il faut voir tout ça. De même, en ce qui concerne la description de l'ascendant. Mais la différence, c'est que le soleil, on s'y identifie parce qu'on le vit naturellement et normalement sans trop d'efforts, sans trop de complications. Alors que l'ascendant, c'est très différent. L'ascendant, c'est une énergie qui vient, qui va s'élever, hmm, mais d'ici à ce qu'elle soit élevée, eh bien, il va se passer beaucoup de choses et on va vivre une certaine quantité d'expérience qui va résonner comme une projection de notre propre énergie avec laquelle nous ne nous identifions pas naturellement. Mhm. Donc, la résonance de cette énergie qui est la mienne, mais dont je n'ai pas forcément conscience, va s'exprimer comme destin. Tout à voir avec des manifestations énergétiques qui vont incarner des situations, des personnes, des mouvements, des événements, des expériences de vie qui vont faire en sorte que progressivement, je vais pouvoir développer les qualités de l'ascendant. C'est pour ça que c'est très important et qu'on dit qu'on ne naît pas son ascendant, mais on va le devenir. Donc, en règle générale, ça va décrire les premières années de l'enfance. L'ascendant, c'est vraiment aussi le moment de la naissance. C'est pour ça que c'est aussi important. C'est-à-dire que de la, dans le circuit de la carte natale, on va avoir donc euh, l'incarnation en l'ascendant et on va avoir donc le soleil qui s'élève, non? En réalité, nous, on va le voir dans le sens contraire, au sens des aiguilles d'une montre. Donc on va avoir tout simplement une évolution des maisons en sens inverse. Maison 1, maison 2, maison 3, etc. Non? Et l'ascendant représente la première maison. L'antérieure est la maison 12, la dernière. Hmm. En maison 12, nous sommes dans les histoires, les expériences intra-utérines. Nous sommes dans le ventre de la maman, ou bon, dans l'utérus de la maman. Hmm. Donc ces expériences-là sont avant la naissance. Lorsqu'on est, on est sur la cuspide de l'ascendant, et puis progressivement, on se développe à partir de la maison 1. Hmm. Alors, il y a beaucoup de manières de le voir. En progression lunaire symbolique ou proflexion de 84 ans, qui est très fonctionnel, on va le voir comme les 7 premières années de vie. Donc l'ascendant peut signifier les 7 premières années de vie. C'est pas forcément vrai dans tous les cas. Il faut, voilà, on va pas rentrer dans le thème prévisionnel, mais grosso modo, oui, il va y avoir effectivement des vécus, des expériences, des énergies qu'on va
voir, qu'on va sentir, qui vont pénétrer vraiment dans l'enfance et qu'on va donc, desquels on va s'approprier sans forcément avoir une pleine conscience de ça. Donc ça résonne un petit peu avec une définition lunaire dans ce sens, non? Mais en général, comme on s'identifie pas, ben, ça peut représenter des caractéristiques du père, de la mère, des frères, des sœurs, de l'ambiance familiale. Forcément, on va voir le père en 10, la maman en 4, frères et sœurs en 3, etc. Mais l'ambiance en général va être contenue dans l'ascendant, hein. Donc, toutes ces expériences qui vont se manifester et qui vont faire que je m'imprègne de cette énergie et que je dois être au contact de être au contact de cette énergie. Donc, ça peut être nuancé, il peut y avoir des grosses variations en fonction du reste de la carte natale. Si j'ai un ascendant bélier et j'ai Mars en poisson, de nouveau, ça va être très différent. Si je l'ai en taureau, ça va être très différent aussi. Il ne va pas y avoir ce caractère impulsif, guerrier et peut-être un peu irréfléchi. Sinon que les choses vont prendre du temps. Ma motivation, ma capacité de décider, je vais la développer en fonction de mes intérêts, et de pouvoir gagner en confort, en commodité, en tranquillité et en stabilité. Donc, il va y avoir vraiment une affination de l'interprétation liée aux positions de les planètes et des aspects qu'on va pas pouvoir faire, non? Donc, on va interpréter les règles générales. Bien. Donc l'ascendant va représenter l'entourage immédiat, va représenter les premières années de vie, les situations, les contextes, les expériences de ces premières années de vie et, grosso modo, de toutes les autres. Parce que c'est quelque chose que je vais développer tout au long de mon incarnation. Hmm. C'est cette énergie qui va me suivre, qui va être dans l'ombre initialement, jusqu'à ce que progressivement j'apprenne à connaître mon ombre, parce qu'elle va m'attirer un certain nombre d'expériences qui va faire que progressivement je m'en imprègne suffisamment pour pouvoir m'identifier avec cette énergie. Hmm. Et on va voir que définir l'ascendant, c'est très différent à définir le signe solaire, hein. L'ascendant a à voir aussi au corps physique. Donc effectivement, il peut représenter des situations liées à la santé, au moins dans les premières années de vie. S'il y a au contact de la maison 6, de la maison 12 et de la maison 8, ça peut se complexifier, s'intensifier. Mais si c'est isolé, ça peut représenter des problématiques liées à, à la santé dans les premières années de vie. Voilà, en maison dérivée aussi, ça peut représenter beaucoup de choses. Ça va être par exemple la grand-mère paternelle. Donc là, il y a toute des significations qui vont être très intéressantes aussi, liées par exemple à l'astrologie transgénérationnelle. Hmm. Pourquoi est-ce que la maison 1, qui est l'ascendant propre, par maison dérivée, est aussi la grand-mère paternelle? Donc les héritages liés à la grand-mère paternelle qu'on va adopter et qu'on va par ailleurs manifester de manière inconsciente. Donc voilà, il faut faire attention à tout ça, mais on va pas trop rentrer dans le thème transgénérationnel, sinon essayer de rester dans une dynamique assez simple et assez compréhensible. Donc voilà, c'est parti pour l'ascendant bélier. Alors, à l'origine, effectivement, il va y avoir une énergie qui va se déployer, qui est impulsive, qui est liée au désir, à la manifestation de l'envie de faire, d'agir, de décider, hein, au mouvement. On rappelle que Bélier, en grande ligne, c'est quand même le guerrier, mais c'est aussi la naissance énergétique. C'est le moment d'explosion de cette énergie qui irradie vers l'extérieur et qui va se déployer, se manifester sans aucune restriction, sans aucune limitation. Hmm. Ça, c'est l'archétype du Bélier. Et en ascendant, effectivement, cette énergie va se déployer donc avec grande puissance, et il va falloir la déployer. Il va falloir apprendre à la diriger et apprendre à la manifester. Donc en fonction du reste de la carte natale, ça peut être très difficile ou ça peut être plus facile. Ça dépend de chacun. Mhm. Mais en règle générale, dans l'enfance, dans l'entourage, il peut y avoir effectivement des scénarios qui impliquent une certaine agressivité, un certain mouvement, une rapidité, un besoin de décider, une certaine ambiance conflictive, un besoin de prendre le dessus des situations et de d'extérioriser, un besoin de compétition. Donc, l'ensemble des scénarios peut être
infini presque, non? Infini dans la propriété de ce que représente l'ascendant bélier ou l'énergie du bélier. Mais en général, cette personne va développer, va devoir développer le guerrier. Alors le guerrier, pas si primitif que ça, parce qu'en général, quand on définit Bélier, on définit le guerrier d'un point de vue assez instinctif, non? Parce qu'il n'y a pas de réflexion, c'est une énergie primitive en soi. Attention, quand je dis primitive, c'est pas bien ou mauvais. En astrologie, il n'y a pas quelque chose qui va être bon ou mauvais, bon ou mal, non? Bien ou mal. Sinon, qu'il y a tout simplement des définitions. Et c'est ce qu'on fait avec ces définitions qui va résonner d'une manière péjorative ou, ou positive. Donc, il va y avoir une énergie qui va se déployer en ascendant bélier et qui va faire en sorte que je dois cultiver le guerrier. Et si l'énergie du bélier est là à voir avec le guerrier instinctif, donc qui est un petit peu lié à la dimension Mars, non? Ou Arès, au niveau mythologique, même je dirais Hercule. Hercule, c'est vraiment un archétype qui va avoir, avec la partie un petit peu plus complexe du bélier, qui agit sur son instinct et sa grande force en ne se rendant pas compte des dégâts collatéraux qui vont surgir, non? Mais en réalité, le bélier, il va agir en tant que guerrier, il va développer une énergie effectivement physique, mais qui va se déployer beaucoup plus à l'intérieur. Non? Pourquoi? Parce que pour tout ascendant bélier, on va avoir aussi la présence de cancer en 4, scorpion en 8 et poisson en 12. Absolument fondamentale cette trilogie, parce qu'elle va nous apporter un besoin d'intériorisme, d'intériorité, un besoin de contact avec ses émotions, avec sa sensibilité énorme. Et c'est ce qui va permettre vraiment au véritable guerrier bélier de se déployer. Ça va être absolument fondamental. On a tendance trop souvent à omettre ce petit détail qui va vraiment nous permettre de comprendre les profondeurs de l'ascendant bélier. Non? On a une trilogie d'eau qui va se manifester en 4, en 8 et en 12. Et c'est absolument important, quand on va définir l'ascendant, de pouvoir contempler la trilogie qui a à voir avec la 4, la 8 et la 12, parce que ce sont les maisons les plus internes, les plus profondes. C'est-à-dire celles qui vont nous permettre vraiment de pouvoir élever la conscience à partir d'une connexion authentique avec le soi. En 4, avec l'énergie du cancer, effectivement, on va avoir besoin de contacter nos émotions, de pouvoir se sentir vraiment en harmonie avec notre espace interne et donc souvent de rectifier ou d'harmoniser toutes les expériences liées à l'enfance et au refuge familial. Peu importe ce qui a été vécu, hein, peu importe ce qui a été euh, toutes les expériences que j'ai eues, il va falloir retourner un petit peu vers l'intérieur, vers l'enfance, pour pouvoir y mettre de l'ordre, de manière à pouvoir évoluer et avancer vers cette capacité d'action que je dois incarner, que je dois manifester au sein de ma vie. Parce que quand il y a des conflits internes qui ne sont pas résolus, le sentiment d'insécurité que je peux vivre par rapport à cette maison 4 va toujours se manifester et m'empêcher vraiment de vivre les meilleures caractéristiques de mon ascendant et générer des conflits. Hmm. À tout va-et-vient. Et surtout, ça va complexifier le développement des maisons 8 et des maisons 12. C'est-à-dire que si je ne résous pas l'origine, l'enfance et la racine, hmm, si je retourne pas vers cette origine pour pouvoir y mettre de l'ordre, pour pouvoir réparer un petit peu peut-être les dégâts transgénérationnels dont j'ai hérité, il va y avoir un besoin de consolation permanente qui va me faire en sorte que je développe pas un degré de maturité qui soit euh, suffisamment constructif pour que je puisse m'élever, mûrir et avancer. Non? Sinon, ce que je vais avoir tendance à faire, c'est rester sur un réseau de manifestation de mon instinct primaire qui va être très impulsif, très lié au désir immédiat et qui va faire en sorte que je retrouve toujours les mêmes types d'expériences, les mêmes types de conflits, de dégâts. Je dirais même, voilà, de manière métaphorique, je vais toujours être ce bélier qui se cogne toujours avec les mêmes cocotiers, non? Ou qui tombe toujours sur la même pierre.
Hmm. Et du coup, je vais pas consolider euh, mon degré de maturité comme j'aurais pu ou comme je devrais le faire, qui va me permettre vraiment de trouver et de développer ma propre identité, ma propre structure de manière indépendante face à l'autorité paternelle. Donc là, je lis plusieurs maisons, pas que cette trilogie. Non, je lis aussi effectivement la dimension de la maison 10 qui va être très très importante. Parce que c'est vers où je vais aller. Donc en maison 10, justement, la grande difficulté, c'est que si je dois affirmer mon propre instinct et que je suis une personne en soi qui résonne avec un énorme degré d'innocence, parce que le bélier ne va pas créer des dégâts pour l'envie de les créer, sinon il va le créer parce qu'il suit la manifestation, l'expression de son désir, d'un point de vue pur, simple. Hmm. Il l'extériorise. S'il fait des dégâts, c'est pas par méchanceté, sinon par ignorance. Hmm. Mais il y a toujours une limitation. Il y a toujours un obstacle. Et cet obstacle, il va être en lien avec Capricorne en maison 10. Il y a toujours une figure limitante, généralement la figure paternelle, qui va être présente et qui va toujours mettre des conditions ou essayer de contrôler le développement de cette énergie. Ce qui en soi est nécessaire, mais à un moment donné va devoir être transmuté de manière à pouvoir euh, vivre pleinement cette énergie du bélier sans toujours se cogner sur la même pierre. Non? Autrement dit, il va y avoir vraiment un besoin d'absorption du père. Hmm. Il va falloir aller au-delà de l'image, non, de la figure paternelle, qu'elle soit paternelle ou pas. En réalité, elle peut ne pas être exclusivement liée au père. D'ailleurs, l'a dit, c'est pas que le père. Mhm. Il peut ne pas y avoir de père, il peut y avoir d'autres figures Mais en général, l'ascendant bélier va devoir prendre un modèle social. La correspondance du Capricorne en 10 va faire en sorte que je dois structurer mon identité sur un modèle social, et ce modèle social va être beaucoup trop étroit pour développer mon propre moi. Donc il y a un moment donné où je vais devoir aller au-delà de cette structure sociale, de ce modèle social, pour pouvoir développer mon véritable moi. Et ça va être lié au développement de ma propre cohésion émotionnelle que je vais pouvoir vraiment manifester avec authenticité et plénitude le développement du moi et de mon être. Non? La capacité de transformation est très élevée en bélier, en ascendant bélier. Mhm. C'est pour ça que là, il y a vraiment une différence fondamentale entre l'énergie du bélier et l'énergie d'un ascendant bélier. Un ascendant bélier va avoir Scorpion en 8, mhm, qui va représenter vraiment une capacité de pouvoir s'entrelacer de manière fusionnelle avec autrui, mhm, partager l'énergie de l'autre et la vivre comme si elle était propre. La capacité de lutter, la capacité de batailler, la capacité de vivre des intenses crises dans la vie et en ressurgir. La capacité d'initiation et de transformation évolutive va être très grande. Scorpion en 8 va permettre que j'ai besoin de vivre de manière très intense certaines situations dans ma vie, de manière à pouvoir laisser mourir certaines parties de moi qui vont évoluer en d'autres beaucoup plus conscientes et beaucoup plus créatives et créatrices. Absolument fondamental parce que si je ne veuille pas ce Scorpion en 8, effectivement, je peux développer une des parties les plus obscures de cet ascendant qui va être vraiment la rigidité et le contrôle. Aussi bien Scorpion en 8 que Capricorne en 10 va essayer de tout contrôler, de nier, de réprimer absolument la sensibilité liée au Cancer en 4, au Scorpion en 8 et Poisson en 12, et la capacité de résonance liée à ma sensibilité va faire en sorte que si je la nie, je deviens contrôlateur. Non? Je vais essayer de tout contrôler, je vais aller en sens contraire à ce véritable cheminement qui m'appartient, essayer de copier sur des modèles sociaux ou paternels pour satisfaire, non, les manques liés à la famille et au noyau familial d'origine. Et grosso modo, là, pour évacuer les tensions, je peux générer des comportements addictifs liés au poisson en 12. Hein. Donc il y a quand même de grandes possibilités, mais qui viennent avec de grandes difficultés également. Hmm.
Quand on parle de l'ascendant bélier, on ne parle pas d'une énergie qui est simple. Hmm. Alors, il y a toujours, en parlant de l'ascendant bélier, il y a un ordre naturel des maisons. Hmm. C'est-à-dire qu'effectivement, le bélier, c'est le premier signe, le taureau, c'est le deuxième, gémeaux, c'est le troisième, et ils vont se positionner, tous ces signes-là, dans l'ordre naturel des maisons. Ce n'est pas positif ou négatif, c'est. En général, en astrologie, c'est de ça qu'il s'agit. C'est pas quelque chose de positif ou négatif. D'ailleurs, il faut regarder les maîtres de ces signes pour pouvoir déterminer vraiment le niveau de constructivité qu'ils vont avoir, ou de complexité qu'ils vont avoir. Mais en règle générale, effectivement, pour le bélier, la, la capacité de matérialiser et le besoin de pouvoir avoir un certain ordre par rapport à ses ressources et à la capacité de travail va être fondamental. C'est quelqu'un qui a une grande capacité d'évolution, d'ascension, qui peut être assez ambitieux, qui peut être assez orienté vers la productivité matérielle. Mhm. Effectivement, la trilogie Taureau, Vierge, Capricorne en 2, 6 et 10 va faire que j'ai besoin d'avoir un pied à terre solidement ancré et lié à la capacité d'organiser mon monde matériel. Non? C'est la capacité d'incorporer toutes les énergies d'une carte natale qui fait que nous pouvons vraiment avancer, évoluer de manière consciente. On n'a pas le droit de réprimer une énergie. C'est-à-dire que facilement un bélier, s'il s'oriente parce que dans la carte natale, il y a peut-être une dimension beaucoup plus exploitée de l'eau, hmm, beaucoup de planètes en signe d'eau ou, ou des choses comme ça, je vais avoir peut-être une facilité à pouvoir être au contact de mes sentiments, de mes émotions, d'un besoin de développement spirituel très très important qui va faire qu'effectivement je peux aussi tomber un petit peu dans le vide de la négation de mes autres nécessités, de mes autres besoins, qui va faire que finalement je vais retrouver des expériences de transformation existentielle qui vont pas être drôles du tout pour me recentrer et me resituer face à ce que je suis. On peut pas nier une partie de soi. On a besoin d'extérioriser, d'exploiter, de comprendre hmm, toutes les parties du soi. Et ça, c'est absolument fondamental. Hmm. L'ascendant bélier ne peut pas nier sa sensibilité. Il ne doit pas nier sa sensibilité. Il ne doit pas non plus nier son besoin de se structurer au niveau matériel. Hmm. Mais le fait d'intégrer tout ça va faire qu'il ne dépend pas de l'un ni de l'autre. Il faut les exploiter tous. Il y a une capacité d'apprentissage, de connaissance, d'extériorisation et de mouvement qui est énorme. Il va vraiment se développer de manière personnelle, liée euh, à tout ce feu qu'on va retrouver dans la trilogie 1, 5, 9. On va toujours avoir le même élément en ascendant en maison 5 et en maison 9. Et donc, vraiment, il va y avoir cette capacité d'extériorisation du moi qui va ressurgir et qui peut aussi, quand il y a excès de feu, être, très très complexe. Hmm. Parce que on peut développer facilement un fort égoïsme, un fort besoin de centrer l'attention de manière permanente et constante sur le soi, euh, de, de nier sa nature émotionnelle pour pouvoir montrer euh, à la société, pour pouvoir montrer aux autres, pour pouvoir obtenir une confiance pas vraiment incorporé, sinon en nécessité et en besoin de rétroalimentation et de rétribution externe, lié au lion en 5. Non. Donc en fonction de la distribution des éléments, en général, ça peut être, va y avoir des grosses variations. Mais en général, les capacités d'évolution sont très 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 grandes. Hmm. La sensibilité, lié à l'ascendant bélier, lié à la position justement du poisson en maison 12, est très grande aussi. Mhm. Et cette sensibilité va devoir être cultivée au sein et au, oui, au sein d'un développement spirituel, d'un besoin de servir. Mhm. D'ailleurs, les ascendants béliers, généralement, à moins qu'il y ait un Saturne en 12 ou autre qui fasse contrepoids, entrent très facilement en résonance avec l'inconscient. Mhm. C'est très fréquent qu'il y ait des rêves prémonitoires, ou des rêves lucides, ou des capacités d'être en lien avec des situations liées à l'hypnose, aux régressions. Ils entrent très facilement dans le subconscient.
parce qu'il n'y a pas de résistance. Il y a une dimension poisson qui s'extériorise très facilement en maison 12. Hmm. Mais là où je peux rentrer très facilement, je peux aussi facilement me perdre. Et c'est là que la structure Capricorne doit être travaillée de manière à ce que je ne vais pas me perdre, sinon que je puisse vraiment trouver ma propre identité, ma propre structure, et l'intégrer vers un niveau de maturité qui génère indépendance par rapport au modèle de la société, indépendance par rapport au modèle du père, ou des figures d'autorité en général. Donc, il va y avoir nombre de possibilités, hein. On a dit qu'on décrivait les grandes lignes, et effectivement, on va pas décrire plus finement parce que là, on tombe dans l'erreur, parce qu'il y a beaucoup de possibilités. Si on décrit quelque chose de manière générale, on va vraiment trouver la résonance énergétique de tout ce qu'on est en train de décrire. Hmm. Si j'essaye de donner des situations, des expériences beaucoup plus concrètes, je vais être dans l'obscurité, dans l'erreur parce que je ne peux pas deviner ce qui va se passer. Mais en règle générale, toutes ces perspectives qu'on a décrites vont se manifester. Il resterait dire aussi qu'il y a quand même une trilogie d'air qui va être très 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 importante, non? Il y a une nature sociale d'extériorisation du bélier qui est très importante, et la capacité de communication, la capacité d'échange, d'interéchange et d'association est énorme. Hmm. Qui peut faire aussi que euh, il y ait une certaine dépendance qui va se générer. Pour l'ascendant bélier, le besoin de conquête, hein, va s'orienter facilement vers la maison 7. Et généralement, c'est justement la fonction équilibrante de la maison 7 qui va faire en sorte que j'ai besoin d'un autre pour pouvoir m'équilibrer. Le balance en 7 va pas forcément faciliter ça. Alors ça veut dire qu'effectivement, bon, ça veut dire énormément de choses, mais entre autres, ça veut dire que il va y avoir une certaine importance par rapport au complément et au couple. Et cette importance va résonner aussi avec le Scorpion en 8, où je vais, à un certain moment donné, vivre des expériences très intenses en couple. Parce que mon énergie et celle du couple vont être assez fusionnelles. Ils peuvent générer des dépendances. Hmm. Donc, de nouveau, le besoin de maturation, le besoin de développement de ma propre et singulière structure va être absolument fondamental pour prendre cette autonomie de l'ascendant bélier et pas développer forcément une dépendance liée au couple, au partenaire ou à ma relation en général. Hmm. C'est très très facile de devenir contrôlateur avec un ascendant bélier. De vouloir contrôler les situations, être rigide, manipulateur, tomber un petit peu même dans la possessivité. Non? Tout ça, c'est des choses qui peuvent être développées par rapport au scorpion en maison 8. Hmm. De nouveau, la capacité d'ascension spirituelle est très grande. Mais il y a vraiment une résonance avec le soi lié aux émotions. Le secret ici, c'est d'être en contact de ces émotions. Si je suis en contact avec ma sensibilité et mes émotions et que je les reconnais, alors va y avoir un travail personnel qui va permettre que tout cet ascendant bélier, avec tout ce qu'il inclut, se développe. Mais il faut aller au plus profond du soi. C'est vraiment Cancer en 4, Scorpion en 8 et Poisson en 12. Donc, à chaque ascendant bélier, de faire en sorte que ce soit le plus constructif possible. Et effectivement, de nouveau, ce sont des grandes lignes. Beaucoup reste à dire, mais l'idée, c'est de faire une description généralisée. Et il va falloir voir le maître de l'ascendant bélier, il va falloir voir de nombreuses choses. Dernière chose qu'on pourrait un petit peu situer, c'est important d'avoir du mouvement toujours, hein. Un ascendant bélier doit faire du sport, doit être en mouvement, doit canaliser son énergie de manière à pas être dévoré par cette énergie, spécialement si Mars est en signe de feu ou lié à la maison 6. Il y a un besoin d'extériorisation de cette énergie euh, de manière à ce que il n'y ait pas non plus la manifestation, euh, on va dire, cristallisée de cette énergie qui soit un petit peu complexe. Par exemple, avoir beaucoup de migraines, non, ou des problèmes de motricité, des choses comme ça. Hein. Donc voilà, d'une manière ou d'une autre, il faut la manifester. Il faut sortir, il faut bouger le corps, il faut être en mouvement. Le mouvement donne fluidité. Sagittaire en 8 va avoir besoin de parcourir des distances pour donner fluidité à la vie et pouvoir aller au-delà des situations complexes et toxiques même, je dirais, qui peuvent être vécues liées à Scorpion 8.
J'espère que cette petite vidéo t'aura aidé à comprendre un petit peu les grandes lignes de l'ascendant Bélier. Si tu as des questions, tu peux en faire part pendant les commentaires et avec plaisir, j'y répondrai. Et la prochaine vidéo, nous allons tâcher de décrire les grandes lignes de l'ascendant Taureau. À très bientôt!